Merci. Je vais vous remercier à mon tour de m'avoir proposé de contribuer à cette journée. C'est toujours une expérience extrêmement enrichissante, ces moments de discussion et d'échange. Donc je vais me présenter rapidement pour que vous sachiez un petit peu d'où je parle et d'où je tire les quelques éléments que je vais soumettre à votre sagacité. Effectivement, je suis anthropologue, directrice de recherche au CNRS, dans un laboratoire qui est à Paris, qui s'appelle le laboratoire d'anthropologie politique. Et je travaille depuis fort longtemps, il faut bien l'admettre, sur des questions de citoyenneté et d'engagement. Et plus spécifiquement depuis 2011, avec le réseau des centres sociaux, depuis l'Université fédérale de Sangatte en 2011, qui annonçait le congrès de Lyon en 2013, qui a validé l'orientation en faveur du développement du pouvoir d'agir des habitants. Et donc depuis 2011, je travaille... les centres sociaux sont mon objet de recherche, si je puis dire. Les formes de citoyenneté, d'engagement, et la question du pouvoir d'agir et les enjeux démocratiques dans les centres sociaux, c'est là-dessus que je travaille, notamment en région Centre-Val de Loire, puisque c'est là que j'habite, donc c'est plus pratique. Mais aussi avec la FCSF, avec la Fédération nationale, et notamment j'ai pas mal travaillé autour du banquet des idées, qui a aussi précédé le banquet de Lille cette année. Et puis, pour ne rien vous cacher et avouer toutes les casquettes, ça fait à peu près 6 ans que je suis aussi administratrice fédérale à la Fédération régionale Centre-Val de Loire, en tant que personne ressource. Alors, la contribution que je vais présenter aujourd'hui, elle est fondée à la fois sur cette longue durée de recherche avec des centres sociaux, mais surtout sur une recherche spécifique, une recherche collective qu'on a menée en région Centre-Val de Loire, qui s'appelait Engagir. Engagir l'engagement et la participation au prisme du pouvoir d'agir, qui est une recherche collaborative qui s'est déroulée de 2017 à 2019 et qui rassemblait la fédération régionale et le réseau régional des centres sociaux et l'équipe de chercheuses, principalement. Recherche qui visait à saisir et analyser quels étaient les effets de la mise en circulation de la notion de pouvoir d'agir, qui était à la fois dans le projet fédéral national, mais aussi dans le projet fédéral régional. Donc, quels avaient été les effets? Alors, il ne s'agissait pas du tout d'évaluer les pratiques des centres sociaux, de dire tel centre social est sur la bonne ligne et tel autre est sur une mauvaise ligne. Ce n'était pas du tout ça l'objet de la recherche, mais il s'agissait de comprendre comment les salariés et les bénévoles se saisissaient ou pas de cette notion, de cette orientation, ce qu'elle signifiait pour elles et pour eux, quel sens ils donnaient à la notion ils et elles donnaient à la notion de pouvoir d'agir, et quel changement ça provoquait ou pas dans les pratiques et dans les représentations dans les centres sociaux. Donc c'est une recherche collective qui s'est faite à la fois selon les démarches classiques de la recherche, par des entretiens, des observations, de réunions, d'espaces ordinaires des centres sociaux, et puis à travers aussi des temps forts régionaux qui avaient été organisés tout au long du projet, sur les 2 années du projet, où se réunissaient des salariés et des bénévoles afin qu'ils débattent entre eux et contribuent à l'élaboration collective de constats et d'analyses. Donc c'était des temps forts autour de partage d'expériences, réflexivité sur les pratiques, etc. Alors ce travail a donné lieu à plusieurs publications que je vous conseille fortement la lecture, évidemment. Un petit livret, le livret Engagir, le célèbre livret Engagir, qui est accompagné de fiches qu'on a faites aussi. Et là, l'idée, c'était vraiment de doter les centres sociaux de la région, mais au-delà, d'un outil qu'ils puissent utiliser pour leurs pratiques quotidiennes, avec des fiches sur différentes questions, sur les formes d'engagement et de politisation, sur les conceptions du pouvoir d'agir, pour une diversité de fiches. Donc ça, c'est un outil plus opérationnel, on va dire. On a fait aussi cet ouvrage qui s'appelle « Le pouvoir d'agir dans les centres sociaux, reconfiguration militante et professionnelle », dont une partie des chapitres ont été écrits par des acteurs et actrices des centres sociaux qui avaient participé à la recherche. Donc il y a à la fois des chapitres écrits par des chercheurs et des chercheuses et des chapitres écrits
par des acteurs et actrices des centres sociaux. Et puis, je ne l'ai pas pris avec moi, là, un numéro d'une revue scientifique qui s'appelle Participation, sur le politique des centres sociaux, qui là aussi restitue un certain nombre des questions qu'on a abordées dans cette recherche. Alors au fil de cette recherche, donc, qui visait, comme je le disais, à saisir comment, dans les centres sociaux, on se saisissait de cette visée, de cette orientation du pouvoir d'agir, et que ça transformait ou pas, quelles questions ça posait, quelles interrogations ça ouvrait dans les centres sociaux. Donc on a travaillé sur la diversité des significations données à cette notion, avec des approches très individuelles du pouvoir d'agir et des approches collectives, mais beaucoup plus rares. Aussi, on a travaillé sur la représentation sur les formes d'engagement et les obstacles à l'engagement. Et puis aussi, on a mis à jour des enjeux qui n'étaient pas prévus au départ. C'est aussi ça la beauté de la recherche. C'est heureusement, on ne pense pas à tout avant. Et une des questions qui est arrivée très fortement, notamment dans les temps forts régionaux, c'est celle des rapports de domination au sein des centres sociaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Et d'ailleurs, la Fédération Centre-Val de Loire a animé un atelier sur ces questions-là au congrès de Lille en mai dernier. Donc c'est à partir de certaines des conclusions de cette recherche engagée notamment que j'espère pouvoir contribuer à vos discussions et à vos réflexions aujourd'hui, notamment autour de 2 points principalement. C'est la question du parcours d'engagement, puisque en échangeant avec Caroline, j'ai cru comprendre qu'il y avait un certain nombre de questions là-dessus. Pourquoi les gens ne s'engagent pas, ou est-ce qu'ils se... Et puis sur les rapports de domination, parce que ça, on s'est rendu compte que c'était vraiment un point aveugle et qui explique aussi en partie pourquoi quelquefois il y a des personnes qui hésitent à s'engager ou qui ne savent pas trop comment le faire. Alors sur le premier point, le parcours d'engagement, le célèbre parcours d'engagement, toutes les recherches qui ont été faites avec des centres sociaux, et même je pense que vous, dans votre pratique et vos observations ordinaires que vous pouvez faire là où vous êtes, toutes ces recherches convergent pour souligner la place prépondérante, la place extrêmement importante occupée par cette notion dans le réseau des centres sociaux. Ce parcours d'engagement, je pense que ça va vous parler, il commence par la fréquentation d'une activité, il se poursuit par l'investissement comme bénévole au sein du centre social de l'EVS, avant de culminer dans l'entrée au conseil d'administration. Ça, quand quelqu'un suit toutes ces étapes et arrive au conseil d'administration, on est content parce qu'on trouve que c'est un beau parcours d'engagement qui a abouti, qui a pleinement réussi. Et je suis sûre là aussi que beaucoup d'entre vous reconnaîtront là le parcours dans les fameuses 3 maisons du centre social, hein. La maison des services, la maison des projets et la maison de la citoyenneté, j'y reviendrai. Alors, c'est vrai que quand on discute de ces 3 maisons avec des acteurs et des actrices des centres sociaux, on nous dit toujours oui, mais on peut rentrer par l'une de ces 3 maisons. Chacun rentre, il y a des gens qui rentrent par la maison des activités, il y a des gens qui rentrent par la maison des services, puis il y en a qui rentrent directement par la maison de la citoyenneté. Mais dans la pratique, c'est bien le parcours de la première à la dernière qui est visé, recherché et valorisé. Oui, c'est les 3 maisons. Je vais juste vous donner une citation d'un très beau travail qui avait été fait par Régis Cortesero pour la CNAF justement sur les questions d'engagement dans les centres sociaux et la participation. Et Régis Cortesero disait, je cite, la participation aux instances décisionnelles du centre social est visée dans la totalité des sites rencontrés, donc dans tous les centres sociaux avec lesquels ils ont travaillé dans le cadre de cette recherche pour la CNAF. Cette participation constitue une sorte d'idéal normatif et de marqueur identitaire pour les centres sociaux, dans la mesure où ces centres sociaux se revendiquent d'un modèle associatif et qu'ils accordent une place centrale au projet comme instrument de leur légitimation. Et la force, il finit en disant, la force structurante de cet idéal du parcours d'engagement se mesure autant à son niveau de mise en œuvre qu'au sentiment de manque exprimé lorsque cette mise en œuvre fait défaut. Donc c'est une représentation tellement puissante qu'elle est à la fois... il y a une vraie volonté de la mettre en œuvre, de faire en sorte que ce parcours s'accomplisse et soit réussi,
Et en même temps, elle est tellement forte qu'il y a un très fort sentiment de frustration quand ça n'arrive pas, quand les CA sont peu peuplés, dépeuplés ou mal peuplés. Je ne sais pas comment dire. Du coup, il y a beaucoup d'énergie qui est investie dans l'accompagnement de ce parcours. Et cet accompagnement, c'est ce qu'on a observé aussi, il vise notamment à faire acquérir aux habitants et aux habitantes un certain nombre de compétences qui sont jugées nécessaires pour agir dans cette maison de la citoyenneté et ou dans le conseil d'administration, quand il y en a un, ou dans un comité d'usagers, si ce n'est pas une structure associative. Alors il me semblait, et c'était une des premières questions que je voulais soumettre à votre réflexion collective, que peut-être qu'il y a besoin d'interroger collectivement et de manière critique cet idéal normatif du parcours d'engagement. Dans quelle mesure certaines des représentations qui le structurent ne sont-elles pas des obstacles à l'évolution des pratiques et à l'engagement des bénévoles? Premier point, c'est cet idéal du parcours d'engagement. Il repose sur ce que j'ai appelé une conception capacitaire de la citoyenneté et de l'engagement. Je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par là, par une conception capacitaire. C'est-à-dire le fait qu'on pense la citoyenneté et l'engagement comme un ensemble de compétences et de savoirs qu'il faudrait acquérir au préalable, avant de pouvoir s'engager et de pouvoir agir. Ce fait que l'engagement, il est vu comme un résultat et pas comme un moyen. Et on dit, pour que les gens s'engagent, il faut déjà qu'ils aient acquis un certain nombre de compétences, un certain nombre de savoir-être, un certain nombre de savoir-faire. Et quand ils auront acquis tout ça, ils pourront s'engager de manière efficace et intéressante. Et ça, c'est vraiment une représentation alors, qui est très courante dans les modèles de citoyenneté en France, que pour être un bon citoyen ou une bonne citoyenne, il faudrait déjà avoir acquis un certain nombre de compétences au préalable, être formé, et puis une fois qu'on est formé, on peut y aller. Et c'est vraiment une représentation qui est très différente de celle de beaucoup de pratiques qui se développent autour du pouvoir d'agir dans le community organizing ou même dans d'autres pratiques de l'éducation populaire, qui insistent au contraire sur le fait que les compétences, on les acquiert en faisant. C'est parce qu'on s'engage sur une cause qui nous tient à cœur, sur une question qui nous touche, sur une problématique par laquelle on est concerné, c'est parce qu'on s'engage, c'est dans l'engagement qu'on acquiert des compétences et des savoir-être, et pas on se forme et puis après on est tout bien ok, tout bien au point et on peut s'engager. Donc je pense que là il y a peut-être un premier enjeu de réflexion à avoir collectivement, d'essayer de penser que l'engagement est un moyen d'acquisition de compétences et pas le résultat de l'acquisition des compétences. Deuxième point, c'est que ces compétences dont il s'agit et dont on parle souvent pour dire que quelquefois c'est parce qu'ils ne les auraient pas ou parce qu'elles ne les auraient pas que les habitants et les habitantes hésitent ou ne souhaitent pas s'engager dans un conseil d'administration, par exemple, ou dans une instance de gouvernance, quelle qu'elle soit. On oublie souvent que ces compétences, elles sont loin d'être neutres, ce sont des compétences socialement situées. Ce qui renvoie à la question des rapports de domination, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour forcer le trait, je vous demande pardon de le forcer si tôt le matin, on pourrait dire que ce sont les compétences qui sont censées caractériser les classes moyennes et les hommes. Et la démocratie représentative, j'y reviendrai aussi. En gros, ces compétences, c'est quoi? C'est le contrôle de soi, contrôle des émotions, la capacité à avoir un discours et des arguments rationnels, détachés vis-à-vis de sa situation particulière, d'avoir une capacité à parler au nom d'un intérêt général, rarement questionné. En gros, c'est ça les compétences qui sont attendues dans des instances comme les conseils d'administration et dans plein d'autres espaces aussi. C'est vrai aussi dans tous les espaces de la dite démocratie participative, où exprimer de la colère, des émotions, partir de sa situation personnelle, c'est mal vu. On doit parler de manière générale, sur des questions générales, et de manière rationnelle, et n'est pas émotionnelle. Alors ça a plusieurs conséquences. On exclut souvent de ce fait les colères, les émotions, les vécus comme base d'un engagement. Par exemple, des conditions précaires d'existence
sont perçus, et ça je l'ai observé dans pas mal de centres sociaux en région centre Val-de-Loire, dans les entretiens que j'ai pu faire, les observations de discussions d'équipe que j'ai pu observer. Très souvent, les conditions précaires d'existence d'un certain nombre d'habitants et d'habitantes sont perçues comme des obstacles à l'engagement. En gros, on dit, ben oui, c'est sûr, les gens, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas un bon logement, ils n'ont pas de travail, donc c'est complètement illusoire d'imaginer qu'ils vont s'engager parce qu'il faudrait qu'ils aient réglé ces questions-là avant de pouvoir s'engager. Et ça fait aussi partie de cette conception capacitaire de la citoyenneté, c'est que pour s'engager, il faudrait déjà se défaire d'un certain nombre d'obstacles matériels qui nous empêcheraient d'être des êtres de raison et de s'engager. Et donc il y a souvent cette représentation que ces conditions précaires d'existence, elles sont perçues comme des obstacles à l'engagement, donc il faudrait s'en défaire avant de pouvoir ou de vouloir s'engager, au lieu d'être saisies comme des points d'appui pour des actions collectives transformatrices et pour changer précisément ces conditions d'existence qui peuvent être précaires. Je vais juste vous citer un petit extrait. J'avais dans partie de la recherche que j'ai menée dans un centre social de l'agglomération Tourangelle, un des salariés qui participait de la discussion d'un petit déjeuner d'équipe. Il a mobilisé la célèbre, pour celles et ceux d'entre vous qui ont suivi une formation de travail social, la pyramide de Maslow, qui dit voilà, il y a les besoins primaires, et puis voilà, c'est quasiment, là aussi c'est des étapes, il faut déjà répondre à ces besoins primaires, et puis après on peut répondre aux autres, et il explique, ce salarié, que tant que les besoins primaires, comme se nourrir, se loger, ne sont pas satisfaits, il est illusoire d'envisager que des personnes soient motivées pour s'engager dans du pouvoir d'agir. Et un directeur de centre social, de son côté, estimait, je cite, qu'il y a toute une frange de la population pour laquelle tout ça, les conseils d'administration, c'est complexe. On peut les faire venir sur un atelier cuisine, mais le reste, ils n'ont pas envie, ils sont dans la survie. Et du coup, ce qu'on observe, c'est que quand elles sont... Parce que ces conditions précaires d'existence ou ces difficultés auxquelles se heurtent les habitants et les habitantes, elles sont très fréquemment mentionnées dans les espaces d'interaction ordinaires des centres sociaux et des EVS, dans les ateliers cuisine, les espaces rencontres, les après-midi qui peuvent être organisés. Elles sont très souvent évoquées, et quand elles le sont, elles sont saisies le plus souvent par les salariés comme des problèmes à résoudre par un travail social individualisé. Et s'agissant du lien qu'il pourrait y avoir entre ces conditions d'existence difficiles parfois et l'engagement, ces conditions sont perçues comme l'expression d'intérêts personnels égoïstes qui ne peuvent pas constituer un fondement légitime pour l'engagement. Parce que justement, une des compétences nécessaires au bon engagement serait la capacité à s'exprimer, abstraction faite de ces conditions de vie spécifiques. Et ça, voilà, ça se repère beaucoup dans les centres sociaux, mais c'est un trait caractéristique d'une certaine conception de la citoyenneté en France, où se mobiliser à partir de choses qui nous touchent, parce qu'on les vit, est perçu, ou peut être perçu comme se mobiliser à partir d'intérêts individuels égoïstes, et pas au nom de l'intérêt général. Ce qui fait que souvent, ces formes d'engagement, ces possibilités d'engagement à partir de situations vécues comme problématiques, injustes ou difficiles à vivre, elles sont traitées de manière individuelle par un travail social individualisé, et elles ne sont pas saisies comme des points d'appui à partir desquels les personnes pourraient s'engager. Alors, aussi, s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, hein, vous m'interpellerez après. Une autre question qui me paraît peut-être valoir la peine d'être débattue collectivement, c'est autour de la figure même du bénévole ou de la bénévole, plus souvent de la bénévole d'ailleurs. Là, si je mets ma casquette administratrice fédérale, je ne me définis jamais comme bénévole, personnellement. Alors, ce terme-là, il a l'avantage de mettre en lumière un engagement désintéressé et altruiste, et c'est précieux, que des personnes aient envie
de donner de leur temps, de donner de leur énergie, de leur qualité, de leurs compétences pour faire vivre des projets, pour animer des espaces. Mais il a quand même une limite que je vous propose de mettre en discussion après. C'est qu'il situe l'engagement dans un registre parfois plus proche du caritatif que du politique. Sommes-nous sûrs que tous les habitants et toutes les habitantes avec lesquels on travaille aspirent à devenir bénévoles? Ou leurs aspirations sont-elles plus orientées vers de la transformation de la justice sociale sur la base des situations d'injustice qu'ils et elles vivent? Donc peut-être aussi qu'il est intéressant, alors on n'a pas forcément de termes alternatifs, je sais que c'est des choses qui sont discutées dans le réseau, il y a eu une discussion là-dessus dans une réunion sur le prochain projet fédéral national où j'étais il y a 2 semaines, certains disant peut-être qu'il faut reconquérir le terme de militant ou de militante, d'autres disant non, militant, militante, c'est trop connoté, ça ne va pas. Alors peut-être qu'on manque d'un terme, mais en tout cas je voulais soumettre à la discussion le fait que l'usage du terme bénévole pouvait aussi, malgré les apparences, être un obstacle à l'engagement. Parce que peut-être que certaines personnes, ce n'est pas ça leur horizon d'engagement. Ils n'ont peut-être pas envie d'être bénévoles ou de se vivre comme bénévoles. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour dévaloriser l'intérêt, la puissance et la force de l'engagement bénévole. C'est juste pour indiquer qu'il peut quelquefois faire qu'on bascule plus du côté du caritatif que de formes plus politiques de déploiement du projet social des centres. Voilà, donc une invitation à revisiter peut-être de manière un peu critique cet idéal normatif du parcours d'engagement, qui est peut-être, est-ce qu'il est toujours adapté au contexte dans lequel on vit aujourd'hui? Dans quelle mesure il ne nous empêche pas de saisir des compétences ou des capacités autres, des points d'appui à des formes d'engagement qui seraient autres? Dans quelle mesure il n'est pas souvent l'accompagnement de ce parcours d'engagement? Dans quelle mesure il n'est pas quelquefois un exercice de mise en conformité des habitants et des habitantes par rapport à un certain modèle qui serait fait, je le redis, de détachement de ces conditions spécifiques, de compétences socialement situées mais rarement perçues comme telles, et d'un modèle, au bout du compte, calqué sur celui de la démocratie représentative. Je vais y revenir. Donc peut-être s'interroger sur ce modèle du parcours d'engagement qui est tellement puissant dans le réseau des centres sociaux, tellement installé. Est-ce qu'il ne nous empêche pas de voir ou de saisir d'autres formes d'engagement existantes ou possibles, d'autres envies? Au bout du compte, il structure tellement notre imaginaire que peut-être qu'il nous bloque l'horizon et qu'il nous empêche de voir qu'il y a ou qu'il pourrait y avoir d'autres formes d'engagement, d'autres parcours possibles pour s'engager, et que c'est peut-être pas très grave s'ils se font ailleurs qu'au sein du centre social. Je vais y revenir. Alors, deuxième point, sur le fameux conseil d'administration. Et ça, c'est toujours difficile de mesurer les effets d'une recherche, mais en tout cas, c'est sûr qu'il nous semble qu'un des effets de la recherche engagée dans le réseau régional Centre-Val de Loire, ça a été le développement des interrogations et le renouvellement des pratiques sur la gouvernance des centres sociaux, et essayer de trouver des alternatives au conseil d'administration ou d'autres manières de penser le conseil d'administration, parce qu'il y a eu pas mal de mises à plat dans les temps forts régionaux sur les limites de ce modèle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, devenir membre du conseil d'administration du centre social ou de la fédération est généralement vu comme le couronnement d'un parcours d'engagement réussi. Et là aussi, peut-être qu'on limite trop souvent l'appréciation de la réussite d'un engagement à ce seul critère, en ne valorisant pas autant d'autres parcours. Alors, quand je dis ça, je suis consciente du réel enjeu démocratique de renouveler et de peaufler les conseils d'administration. Je sais, et c'est une des qualités du réseau des centres sociaux, l'attachement au portage politique par le conseil d'administration, par les habitants et les habitantes. Mais peut-être qu'au lieu de nous efforcer de fabriquer des bénévoles, des habitants et des habitantes conformes à ce que sont les conseils d'administration d'aujourd'hui, il faudrait peut-être s'interroger sur est-ce que sont intéressants ces conseils d'administration d'aujourd'hui. Alors,
Là aussi, je ne vous apprendrai rien. On observe de manière assez régulière, pour ne pas dire assez constante, qu'il y a quand même des modes de recrutement, entre guillemets, dans les conseils d'administration qui ne sont pas toujours satisfaisants. C'est souvent de la cooptation. Souvent, les gens les acceptent parce que le centre social leur a beaucoup donné, ils ont bénéficié des activités, des services, des projets qui ont été développés dans le centre social pendant longtemps. Et puis quand ils arrivent à la retraite, ou pas loin de la retraite, on leur dit tiens, tu pourrais venir au conseil d'administration. Puis les gens ils disent oui, parce que fondamentalement, ils sont plutôt gentils. Et puis il peut y avoir un sentiment de contre-don. Comme le centre social m'a beaucoup donné, je vais rendre un petit peu au centre social de ce que j'ai reçu en le fréquentant et en étant actif en son sein. Il peut y avoir aussi un petit peu de... Ça peut faire plaisir d'être reconnu comme ça, c'est à moi qu'on demande, donc c'est gratifiant aussi de dire on reconnaît en demandant de venir au conseil d'administration. Un petit effet de notabilisation. Il y a un président ou présidente du conseil d'administration. Ça peut être gratifiant pour différentes bonnes et moins bonnes raisons. Mes résultats, moi, dans beaucoup d'entretiens que j'ai faits avec des membres du conseil d'administration en région Centre-Val de Loire, ou dans ce que j'ai pu observer dans des rencontres nationales de membres du conseil d'administration, c'est qu'il y a quand même un nombre significatif de membres du conseil d'administration qui n'ont que faiblement conscience de leur rôle de portage politique, par exemple, ou même du fait qu'ils font partie d'un réseau de centres sociaux. Donc ça, c'est un premier point des raisons pour lesquelles on accepte de siéger dans des instances dont il faut reconnaître qu'elles sont tout de même rarement enthousiasmantes. J'utilise un euphémisme. Deuxième question aussi, le modèle démocratique du conseil d'administration associatif, il est calqué sur celui de la démocratie représentative. En gros, on élit les meilleurs d'entre nous, les plus qualifiés, à qui on délègue les décisions. C'est le modèle associatif, c'est le modèle réduit de la démocratie représentative, avec un système de délégation à des gens qui sont censés être les plus qualifiés pour prendre les décisions, et on leur délègue les décisions. Et là, peut-être qu'il y a aussi lieu de s'interroger sur la pertinence aujourd'hui de ce modèle-là. Est-ce que c'est toujours ce modèle démocratique qui attire les gens, qui leur donne envie de s'engager ou de participer? Alors, il y a un certain nombre de centres sociaux et peut-être certaines des structures présentes ici qui expérimentent d'autres modes de fonctionnement et d'engagement où la place du conseil d'administration est revue, qui travaillent avec des chantiers ou des commissions thématiques, des groupes de travail, et dans le petit livret Engagir, là, il y a des exemples, des éléments de centres sociaux qui ont adopté un fonctionnement où le conseil d'administration est beaucoup moins central, avec des fonctionnements de conseil d'administration élargi, par exemple, où il y a des chantiers ou des commissions thématiques qui sont co-animées par des salariés et des bénévoles du centre social autour de questions qui concernent et qui intéressent les habitants et les habitantes, qui travaillent et qui viennent présenter leur travail au moment des conseils d'administration, soumettre à la discussion générale. Voilà, donc là, il me semble qu'il y a peut-être aussi un ensemble de questions qui sont peut-être proposer de basculer notre regard, au lieu de se dire « Ah là là, on a des CA, on n'arrive plus à les peupler ». Oui, et peut-être parce que c'est pas intéressant. Alors, comment est-ce qu'on peut changer le mode de fonctionnement des CA, comment on peut diversifier les espaces d'engagement, et puis s'interroger là encore sur ce modèle de détachement, d'abstraction, et de s'appuyer plus sur ce qui concerne et intéresse directement les gens et ce qui les motive à s'engager, plutôt que de leur demander de se détacher et de parler de manière... Moi, je suis toujours frappée dans les centres sociaux, il y a quand même cette espèce de réflexe, quand il y a une question vive qui est soulevée, évoquée par un groupe d'habitants ou d'habitantes, que ce soit sur l'école, que ce soit sur un problème avec un bailleur social, que ce soit des questions de rapport avec la police ou de discrimination, paf, on va faire un débat sur la discrimination en général, on va faire un débat sur la parentalité, on va faire un débat sur l'école, la parentalité, mais on ne va pas partir
On va déconnecter ce débat-là de ce que vivent les gens, de ce qui les préoccupe au quotidien et dans l'ordinaire de leur vie. Donc c'est ça aussi, c'est un des effets de cette conception de la citoyenneté, où au lieu de s'ancrer sur ce que vivent les gens, ce qui les touche, ce qui les révolte, ce qui les met en colère, ce qui les insatisfait, ce qui leur paraît injuste, on dit, bah oui, c'est vrai, il y a un problème sur le rapport à l'école ou sur le bailleur social local. Bah, du coup, on va faire un débat sur le logement et pas une mobilisation sur les points spécifiques soulevés par les habitants et les habitants. Alors, je vais terminer mon propos, je m'excuse si c'est un petit peu long et parfois un petit peu en vrac. Je voulais quand même mentionner, parce que ça, c'est quelque chose qui nous a frappé dans la recherche Engagir et qui est un point aveugle pour des raisons historiques dans nombre de centres sociaux, qui est la question des rapports de domination, qui sont très souvent invisibilisés. Des rapports de domination, les trois grandes sphères, c'est la classe, la race et le genre. Donc entre les rapports de domination entre classes sociales, entre hommes et femmes ou autres genres, et entre personnes racisées et majorité blanche, qui sont souvent décrits ou pensés en termes de rapports interindividuels, et leur dimension structurelle échappe quelquefois à notre regard. On ne se rend pas toujours compte que c'est des rapports qui ne dépendent pas que de nous en tant qu'individus, mais qui sont des rapports qui structurent la société dans son ensemble. Et il n'y a aucune raison que les centres sociaux en soient indemnes, puisqu'ils sont dans la société. Et alors, de manière peu sociologique, je vais vous raconter une anecdote personnelle pour essayer d'illustrer ce qu'on peut entendre par l'existence de ces rapports de domination. Quand j'ai commencé à travailler dans un centre social de l'agglomération Tourangelle, j'ai observé pendant 2 ans l'espace rencontre découverte, qui était un après-midi, une fois par semaine, qui rassemblait les femmes du quartier, globalement, pour une petite moitié des jeunes retraités blanches et pour l'autre grosse moitié des mères de famille d'ascendance marocaine, pour la plupart d'entre elles un peu plus jeunes. Alors je passe tous les stéréotypes culturalistes ou racisants qui traversaient cet espace, qui notamment assignaient ces jeunes mères de famille à un ailleurs culturel supposé, alors que la plupart d'entre elles étaient nées dans le quartier, avaient été à l'école et y avaient grandi. Vous mangez quoi le soir en hiver? De la soupe. Donc je passe là-dessus. Mais dans ces espaces, il y avait une de leurs vocations, ou un de leurs horizons, c'était de travailler sur la parentalité. Il y avait une travailleuse sociale qui participait régulièrement à ces espaces. Et je me suis rendu compte, c'est idiot, ça m'a pris du temps, je me suis rendu compte en observant ces espaces que parce que je suis une femme blanche de classe supérieure, jamais personne n'avait jugé nécessaire ou n'avait même osé venir me expliquer comment je devais habiller mes enfants et les faire dormir. Jamais. Jamais personne n'est venu se mêler, entre guillemets, de comment j'éduquais mes enfants. Alors que ces femmes du centre social, de milieux populaires et racisés, elles, on se mêlait très sérieusement de savoir comment elles élevaient leurs enfants. Donc ça, c'est un exemple de ces rapports de domination, là qui croisent race et classe, genre aussi, parce que c'est des femmes et des mères de famille. Voilà, donc j'aurais plein d'exemples comme ça, parce que j'ai pu observer, où dans ce même centre social, alors qu'il y avait une longue histoire, parce que c'est un quartier mixte, on va dire qu'il y a une partie du quartier qui sont des pavillons, et l'autre partie du quartier, c'est du logement social. Et globalement, là aussi, en forçant un petit peu le trait, l'histoire du centre social, elle est traversée de part en part par la question de savoir quel est le public légitime du centre social. Est-ce que ce sont les familles des pavillons, propriétaires plutôt classe moyenne, ou est-ce que ce sont les familles des logements sociaux, pour beaucoup d'entre elles, d'ascendance marocaine pour beaucoup, algérienne pour d'autres. Et en fait, quand on regarde fonctionner ce centre social, on se rend compte que cette question-là, qui n'a jamais été débattue en tant que telle, qui n'a jamais été saisie, qui a toujours été glissée sous le tapis, en fait, elle structure tout un tas de discussions. Et notamment, il y avait des discussions sur quelqu'un qui disait, un des membres du conseil d'administration, qui disait « Ouais, il faut que le centre social il laisse plus de place aux personnes âgées. Il ne laisse pas assez de place aux personnes âgées. » Et en fait, quand on analysait de manière un peu plus approfondie ce qu'il voulait dire par là,
Je voulais dire par là, l'espace et place au blanc. Il y a trop de personnes, parce que c'est un terme local, basanées dans le centre social, et il faudrait... Voilà. Et donc, pour dire que ces questions-là, elles traversent très souvent les centres sociaux, mais soit on ne le voit pas, soit on ne veut pas le voir, parce qu'on a peur que ça fasse du conflit, et c'est toujours compliqué. Et puis on peut aussi repérer certaines de ces formes de domination dans la manière dont des formes d'entre-soi, et ça c'est quelque chose qu'on a pas mal travaillé dans Engagir, dans les journées régionales. Certaines formes d'entre-soi ne sont même pas perçues comme telles, alors que d'autres sont systématiquement délégitimées car suspectées de refléter, je ne sais pas, on va dire des formes de communautarisme, du seul fait qu'elles rassemblent des personnes assignées à une identité commune supposée. Là aussi, en forçant le trait, et quelquefois, quand on force le trait, ça éclaircit les choses, un conseil d'administration blanc de classe moyenne n'est pas vu comme un espace d'entre-soi. Alors qu'une activité où il n'y aurait que des femmes voilées, là, ça devient voilà. Là, on voit bien ces rapports de domination. Il y a certaines formes d'entre-soi qui ne sont même pas vues comme telles, ça ne pose pas question. Et puis d'autres, on les suspecte a priori de dissimuler quelque chose de pas très recommandable. Et je pense que ces questions-là, elles sont d'autant plus vives que tant de par leur histoire que par les partenariats institutionnels, les centres sociaux ont tendance à occulter ces inégalités, à les glisser sous le tapis au nom de la mixité sociale et de la préservation de la convivialité, parce qu'on y est très attaché. Mais voilà, la convivialité, quelquefois, dissimule des formes d'inégalité et nous empêche de les traiter, de les prendre en charge et de les prendre en compte. Et pourtant, on sait aussi, pas seulement par la recherche, mais par un certain nombre de pratiques et d'engagements, que l'entre-soi peut être un puissant outil d'émancipation et d'engagement contre les inégalités et contre les dominations. Les mouvements féministes, pour ne citer qu'eux, l'ont quand même largement montré, à quel point l'existence d'espaces non mixtes avait été essentielle et est toujours essentielle pour partager des expériences vécues, pour arriver à parler de ces expériences individuelles, pour les rendre collectives, pour prendre conscience de leur caractère structurel, pour construire une parole collective et pouvoir ensuite agir pour transformer les situations et s'engager pour réduire les inégalités. Donc là aussi, il me semble qu'il y a un travail à mener, et c'est quelque chose je pourrais y revenir dans la discussion si vous le souhaitez, qui a pas mal été travaillé dans Engagir, de voir à quelles conditions et de quelle manière l'engagement pouvait être favorisé par des formes d'entre-soi, et qu'il fallait peut-être pas d'entrée de jeu les considérer avec suspicion et vouloir à tout prix que tous les espaces soient tout le temps dans de la mixité, alors même qu'il y a des espaces qui ne sont pas mixtes du tout, seulement on ne les voit pas comme tels, parce qu'on ne les voit même pas, ces différences-là. Voilà, c'est un peu bref, hein, c'est sans doute un peu confus en partie, mais je pense que une partie de ces questions pourront être saisies à la fois dans la discussion de ce matin et dans les ateliers de cet après-midi. Mais je voulais pointer, et je terminerai là-dessus, cette tension forte quand même qui traverse les centres sociaux autour d'une promotion de la mixité et de la convivialité qui débouche souvent sur une invisibilisation ou une non prise en compte et en charge des inégalités structurelles qui organisent la société, et une peur du conflit qui empêche parfois de se saisir de ces inégalités et qu'on n'est peut-être pas toujours assez attentif à l'intérêt et la potentialité d'espaces d'entre-soi émancipateurs qui peuvent nourrir des engagements, des formes d'action, d'activité qui favorisent le pouvoir d'agir des habitants et des habitantes du territoire sur lequel on intervient. Merci de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé en ce début de matinée. Merci. Merci beaucoup. Du coup, peut-être vous proposer un temps de questions, de réflexions à partager, si vous le souhaitez. Voilà, à partir du témoignage de Catherine, et puis un deuxième temps
ou mise au travail sur quelques petites questions. Voilà, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, moi, j'ai bien commencé un peu parce que je suis très bavarde, mais les réflexions. Moi, du coup, dans ce que je vois aujourd'hui et ce que j'observe des centres sociaux, un de mes regrets, c'est du coup le sentiment qu'on a lâché la question de l'éducation populaire. Et voilà, du coup, ce qui fait que des fois on est sur des formations institutionnelles et on a lâché cette question du peuple, mais c'est ma vision, ma perception des choses. Et puis on co-animait avec une collègue, une femme, il n'y a pas très longtemps, formation action en visée émancipatrice. Et puis ma collègue avait ressorti une petite méthode issue des CMEA, qui est une méthode râteau. Alors je ne sais plus, je suis désolée, je ne saurais plus comment décliner les quatre lettres, mais je vous ferai passer cette petite méthode râteau. Mais le premier, le R, c'était partir des récits et des récits de vie des personnes. Et en fait, du coup, ça me renvoie à ça aussi, en fait, notre travail, c'est comment à un moment on prend le temps d'entendre les récits de vie, ce que vivent les personnes, ce que les personnes ont à en dire, individuellement et à mettre dans le pot commun collectif. Et je me suis dit, effectivement, du coup, là, il y a quand même des méthodes lourdes de sens qu'on a lâchées. Je ne sais pas si ça vous inspire. D'autres questions? Moi, c'est juste une précision que je souhaitais vous poser. C'est un peu compliqué pour moi. Effectivement, quand vous parliez des gens précaires qui peuvent se saisir, il y a un salarié qui vous avez parlé de la pyramide des besoins nationaux, auquel j'ai pensé quand vous en avez parlé. Et c'est un peu confus pour moi. Quel lien vous faites entre cette pyramide voilà, qui est un peu dans toutes les formations de sociaux par rapport au fait que même des gens précaires, on sait bien, peuvent aussi agir sur leur quotidien. Je peux peut-être répondre directement à ça parce que j'ai une question de précision. Moi, personnellement, je ne faisais pas de lien à ce que j'essayais de restituer, mais maladroitement, apparemment, c'était ce salarié du centre social qui avait rencontré la pyramide de Maslow dans sa formation et qui disait, mais on sait bien quand on voit la pyramide de Maslow qu'il y a des besoins primaires, etc. Et c'était son interprétation de la pyramide où lui disait, c'était un peu la même... c'est pour ça que je l'ai mentionné, c'est parce que c'était un peu la même logique que dans le parcours d'engagement, où on commence par les activités, on arrive au projet, et puis on aboutit, si tout va bien, dans la citoyenneté. Et c'était d'une progression qu'il faudrait régler les choses une par une. Et lui, dans sa présentation et dans l'usage qu'il avait de cette pyramide, c'est-à-dire, si les gens n'ont pas réglé leurs problèmes primaires, jamais ils pourront passer à la satisfaction des besoins secondaires ou tertiaires. Il ne la remettait pas en cause, non, au contraire, il la mobilisait dans une idée très progressive, comme ça, en disant, ben voilà, il faut déjà régler ces problèmes-là. Et quand je l'ai interrogé en disant, mais il y a quand même plein de situations en France, mais aussi à l'étranger, où il y a des gens dans des situations extrêmement précaires qui se mobilisent collectivement pour transformer leur situation, les habitants de bidonville ou que sais-je. Sa réponse était, ouais, mais parce que c'est des cultures différentes, mais chez nous aussi, on n'en peut pas. Merci. Merci. D'autres questions, éclaircissements, réactions? Non, mais du coup, elle est là, je mets un... Il y a une question. Pardon, Bonjour, je m'appelle Nathalie Dupuis, je suis à la clé. Et moi, je fais partie des gens qui ont pas suivi le parcours. Hein, donc, c'est moi très directement. Et c'est pas là ma question, c'est que moi, d'abord, merci pour cette conférence, c'était
moi, j'ai noté plein de choses super intéressantes. Mais alors, je me dis que vraiment, il y a une vraie, à vous écouter, il y a une vraie révolution mentale à faire entre nous et à l'intérieur de nos structures. Nous, c'est vrai, récemment, au conseil d'administration, quelqu'un nous a fait remarquer que, dans le temps, il y avait différentes classes sociales dans ce conseil d'administration et que maintenant, on était tous des retraités bobos, ce qui n'est pas faux, enfin, en grande partie. Et voilà, je me dis comment on peut, enfin, ça se répète cet après-midi, mais voilà, comment déjà, diagnostiquer où on en est par rapport à ça, y compris par rapport au rapport de domination, et deux, comment ensuite réagir et bouger sur ces sujets. C'est une vaste question, mais voilà, je reste un peu sur ma fin. J'ai adoré la conférence. Maintenant, comment faire justement pour agir, mais dans le bon sens. Merci beaucoup. Ok, du coup, je vous propose, c'est d'ailleurs le premier petit, hop, ben voilà. Du coup, je vais vous donner des petits papiers et vous proposer de constituer des petits groupes de 7-8 personnes et puis se prendre 10 minutes d'échange en petits groupes et peut-être de ressortir collectivement une ou deux questions, propositions, remarques, perspectives, enfin ce que vous voulez, une ou deux idées à partir de ces petites questions. Donc vous prenez 10 minutes d'échange en petits groupes, hein, vous retournez, voilà, vous organisez pour ces petits temps d'échange et puis après on revient sur une mise en commun et restitution. Donc je vous fais passer des petits papiers qui sont, alors j'ai écrit rose sur certains.